tous d'être présents. Sans le micro. Sans le micro, hein, a cappella. Oh. Orange, on dit que la copropriété a de l'avance, donc on va commencer un petit peu avant le temps que nous nous étions donnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivia Milan, je dirige le salon de la copropriété depuis maintenant 2 ans. Et je suis accompagnée ce soir de mon équipe, Anne-Laure et Marie-Laure, et d'Éric Ledouarin et de Christophe, que certains connaissent puisqu'ils sont en charge de la commercialisation du salon, et que nous réunissons ce soir à la fois des exposants du salon de la copropriété et des conférenciers du salon de l'année dernière, puisque celui de cette année n'a pas encore eu lieu, ainsi que des partenaires. Et nous sommes, je suis également accompagnée de 2 partenaires, Orange, qui nous accueillent ce soir, représentés par Laure Ragnaud et Anne Marolo, et l'équipe technique, et l'IMSI, représenté par Henri Buzicazo, qui animera la table ronde qui va suivre. L'idée de ce club copro, elle est née en décembre dernier, lorsque nous avions invité, pour les remercier, les intervenants du salon de la copropriété 2015. Et on avait senti, nous étions une quarantaine de personnes, qu'il y avait à la fois le plaisir de, bien sûr, d'être remerciés, mais surtout de partager ensemble un moment de convivialité. Voilà, le moment de contact, l'humain, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Et c'est sur la base de cette première soirée que nous avons voulu créer de façon, je dirais, officielle, le Club Copro, dont c'est, je dirais, la première réunion aujourd'hui. L'idée de ce club, c'est de vous proposer 4 temps forts dans l'année, dont le temps fort du salon, bien sûr, autour d'un débat, d'une table ronde sur des thèmes que nous choisirons qui correspondent à vos thèmes d'actualité, de prospective dans vos métiers de la copropriété. Et du coup, je voudrais en profiter pour remercier à la fois mon équipe pour son énergie au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'on a monté entre nous, en plus de ce que nous devions faire et mettre en œuvre pour le salon. Et puis bien sûr l'implication de Laure et d'Henri, puisque sans eux ça n'aurait pas été possible. Voilà, donc c'est toujours bien de se sentir appuyé, accompagné par des collègues, des collaborateurs et des partenaires, voilà, pour mettre au jour une idée qui nous tenait à cœur. Le thème de cette soirée est dédié à la rénovation énergétique, comment passer au vert, puisqu'il se trouve que c'est le millésime, ou en tout cas le thème qui a été retenu pour le salon de la copropriété de cette année, donc 23 à 24 novembre, et donc vous verrez qu'il y a un certain nombre de conférences, ateliers qui seront spécifiquement décidés ou organisés pour ce sujet, pour aider les copropriétés à passer au vert. Pour vous permettre d'aller plus loin dans vos réflexions et dans vos échanges, nous lançons au moment du salon de la copropriété une journée de conférences et ateliers qui sera exclusivement réservée aux professionnels pour que vous puissiez entre vous aborder des sujets et des thèmes d'un angle différent, chose qu'on ne fait peut-être pas quand on a des copropriétaires ou des présidents de conseils syndicaux avec nous. Donc ça sera la journée du 23 novembre. Voilà pour les nouveautés de cette année au salon. Et puis je voudrais surtout vous souhaiter une excellente soirée, agréable. J'espère qu'elle vous sera utile aussi. Vous souhaitez autant de plaisir et de bons moments que ceux qu'on a eu à la préparer. Voilà, et puis je vous donne 2 rendez-vous, 23 et 24 novembre prochains sur le salon. Et puis le 8 décembre, prochaine réunion du Club Copro sur la copropriété heureuse. La liste au Père Noël. Parce que, voilà, on y croit encore. Voilà, merci beaucoup et Henri, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Olivia, je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je vais vous dire ce que Olivia n'a pas osé vous dire. C'est l'origine de ce club. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Nous sommes un dimanche matin, quelques jours avant le dernier salon de la copropriété. Donc en novembre 2015. Et il m'appartient, comme j'ai été en relation avec chaque intervenant, vous avez tous été intervenants au dernier salon, vous le serez sans doute au prochain, il m'appartient d'envoyer un viatique au nom de Comexposium pour dire à chacun comment il va arriver sur le site du salon, dans quel hall il va entrer, quelle porte il va emprunter, qui va le guider. Voilà, 2 feuilles pratiques.
et j'envoie de mon ordinateur aux quelques 120 intervenants ce document. Et ça se passe très mal. Le document ne passe pas, ma boîte mail explose. Bon. Mais surtout, entre la mi-journée de ce dimanche et le lundi matin, ce sont environ 150, 200 mails qui s'échangent et vous réagissez tous. Et entre vous, pour dire, mais vous non plus, vous n'avez pas reçu le document, mais oui, mais il n'est sûrement pas au bon format. Et puis, Henri, il faudrait peut-être que tu l'envoies différemment. Bon, et je dis à Olivia, il se passe quelque chose. Il se passe que ce petit monde qui a en commun la compétence de la copropriété, finalement, eh bien, c'est une communauté affinitaire, au point que quand ils ont un petit problème comme ça, ils s'épanchent l'un sur l'autre. Voilà. Et donc, il se passe quelque chose qui est dans l'ordre de l'affectif aussi. Et c'est ce qu'a dit Olivia, il y a quelque chose de très humain dans cette histoire. Alors bien sûr, il y a un référent commun, vous êtes tous des acteurs de la copropriété à des titres divers, des spécialistes de la copropriété, c'est pour ça qu'on vous donne la parole lors du salon, dans les tables rondes, les formations, parce que vous avez beaucoup de choses à dire aux visiteurs. Et puis au fond, vous avez un lien entre vous qui dépasse un peu cette seule communauté professionnelle, et on s'est aussi aperçu que parfois vous ne vous connaissiez pas, et même assez souvent vous ne vous connaissiez pas personnellement alors que vous aviez tout lieu de le faire puisque vous travaillez dans le même monde. Voilà. Donc l'idée de ce club, elle est née comme ça, et c'est vrai qu'ensuite on s'est dit on va formaliser, on va rendre des choses plus sérieuses, et au-delà de la première rencontre qui n'avait été que conviviale avec le concours de l'or et d'Orange, on va donner du contenu, c'est-à-dire on va aussi faire tourner la réflexion vis-à-vis d'acteurs professionnels avec le meilleur niveau possible de débat, et puis un ton de franchise. Voilà. Alors, je vais appeler à côté de moi des personnalités, des spécialistes, là encore à des titres divers, de la copropriété et de la transition énergétique. Et je vais leur donner comme consigne, sans doute d'être didactique face à des professionnels, mais d'être très franc. Voilà, c'est-à-dire qu'on est ici pour se dire la vérité sur ce qui peut améliorer la vie de la copropriété, ce soir sur ce qui peut accélérer la transition énergétique des copropriétés, et sûrement pas pour se dire que tout va bien, parce que je pense que ça n'est pas le cas. Voilà. Alors je vais appeler ici le président Philippe Pelletier, qui va s'asseoir où il le souhaite, tout simplement. Ensuite, Sophie Lecoq, je vous présenterai tous un peu plus tard, Emmanuel Poussard, et puis Jean-Robert Bignon. Voilà, bon, c'est mieux au premier. Non, oui, Sophie Lecoq qui a eu la correction de se vêtir d'orange. Messieurs, vous n'avez pas eu la même. Voilà. Alors, je vous présente en partant de Philippe Pelletier. Philippe Pelletier est le président du plan bâtiment durable, qui s'est appelé à sa création le plan bâtiment Grenelle. Il va nous rappeler la fonction de cette institution, parce que c'est le micro. Le micro désormais. Voilà. C'est peut-être encore utile de préciser ce qu'est le plan bâtiment durable. En tout cas, Philippe Pelletier le préside depuis sa création. Il a à côté de lui Sophie Lecoq. Alors Sophie Lecoq est de très fraîche date chef du service du financement du logement à la direction du logement et de l'habitat de la mairie de Paris. En clair, elle représente la mairie de Paris, mais avec cette spécialité. Emmanuel Poussard représente une maison dont il nous rappellera aussi quelle est sa fonction, l'Agence parisienne du climat. Et Jean-Robert Bignon, il est le syndic de service. Il est l'homme de la copropriété, le directeur de la copropriété dans un groupe d'administration de biens qui s'appelle Citia, qui est connu de chacun d'entre vous. Il sera donc la voix des professionnels de la gestion collective. Et on l'a choisi parce que j'ai le sentiment que Citia fait partie des bons élèves dans l'ordre de la transition énergétique et avec cette préoccupation depuis déjà plusieurs années. Philippe Pelletier, à tout seigneur, tout honneur. Moi, je voudrais que vous nous fassiez part, alors avec la franchise que j'ai appelée de mes voeux tout à l'heure, à vos yeux de la situation de la copropriété
le plan bâtiment, vous allez nous redire en 2 mots quelle est sa fonction, mais il s'intéresse à tout ce qui est l'immobilier au sens large, ça veut dire aussi au tertiaire, ça veut dire à l'immobilier d'activité, ça veut dire à l'immobilier social, et puis bien sûr à l'immobilier privé. Dans cette série de segments de l'immobilier, est-ce que la copropriété privée est un bon élève? Est-ce qu'elle a du retard? Disons-nous les choses. J'ai dit, mais peut-être injustement, qu'il fallait qu'on catalyse, qu'on accélère le mouvement, qu'on avait du retard. Quelle est vraiment la situation aujourd'hui avec le regard panoramique que vous avez par rapport aux autres secteurs? Voilà, merci. Merci Henri. Je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'est le plan bâtiment durable et j'invite tous ceux d'entre vous qui ont un ordinateur à taper plan bâtiment durable et ils verront ce que j'essaie de faire depuis 2009 maintenant, c'est-à-dire un travail d'animation du sujet des bâtiments durables dans notre pays. C'est aussi simple que cela et cette animation, elle se fait en accueillant dans des lieux variés, à Paris ou sur l'ensemble du territoire, des gens qui partagent avec nous l'idée que c'est important d'essayer collectivement de se mettre en chemin pour qu'on ait demain, et la loi fixe un horizon lointain, 2050, pas si lointain que ça tout de même, qu'on ait demain des bâtiments sobres en énergie, à faible empreinte environnementale. Avant de parler du travail sur les classes d'actifs, je veux simplement vous dire une conviction qui est la mienne sur l'urgence de traiter ce sujet, même à l'échelle française. Certains peuvent penser que ça ne sert à rien de s'occuper de ce sujet au plan de notre petit territoire, compte tenu du reste du monde et du fait que des grands pays y consacrent moins d'attention. Moi, je ne crois pas du tout cela. Et je suis absolument obnubilé par le fait que entre la période glaciaire et la période d'aujourd'hui, c'est 4 degrés. 4 degrés de réchauffement climatique qui ont changé le monde. Ces 4 degrés, ils ont contribué, alors sur du temps long, hein, vous ne le verrez pas, ni la plus jeune d'entre nous ne le verra pas, mais par exemple sur une période c'était il y a 20 000, 22 000 ans, la fin de la bascule de la période glaciaire, mais pendant une période de 10 000 ans, l'eau a monté de 130 mètres, c'est-à-dire un peu plus d'1 mètre par siècle. C'est pas beaucoup, mais 130 mètres, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 8 000 ans, la mer Noire s'est remplie. Ça veut dire que mon golfe du Morbihan, il y a 5 000 ans, 5 à 6 000 ans, est devenu cette zone pleine d'eau avec quelques îles qui autrefois étaient des petites collines. Et puis vous savez ce que ça a donné sur les espèces animales, sur la végétation, sur le développement de l'homme, etc. 4 degrés. Et à la COP 21, on était en train de se demander, les plus optimistes se demandaient si on arriverait à contenir à moins de 2 degrés le réchauffement de la planète, sachant que les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est des coups qui ont été tirés il y a un demi-siècle. C'est à peu près le temps de latence pour avoir une réponse sur la transformation de notre planète. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est construire la dernière partie du XXIe siècle. Ce qu'on fait aujourd'hui pèsera sur la dernière partie du XXIe siècle. Et il n'est pas du tout sûr qu'on arrivera à cantonner à 2 degrés le réchauffement climatique. Et à ceux qui disent fastoche, il suffira de mettre un chapeau et des lunettes de soleil, à ceux-là je dis, vous vous trompez lourdement,
c'est un bouleversement majeur de la vie des gens sur l'ensemble de la planète et un peu sur notre territoire. Donc, si je suis aussi ancré sur ce thème d'essayer ensemble de maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que les enjeux pour nous, pour nos enfants, petits-enfants et pour la planète sont des enjeux vraiment majeurs. Donc je ne suis pas en train de jouer, de finasser, de dire que ce serait sympa, je suis en train de dire que ça fait partie d'une urgence, mais j'ai appris que lorsqu'on était pressé, il fallait aller doucement. En d'autres termes, que ça ne servait à rien de foncer dans le mur, de vouloir développer des actions alors que les esprits ne sont pas encore adaptés à la nouvelle donne, d'essayer de vendre des services tous azimuts alors que l'offre de services n'est pas encore forte, experte, prête à développer son action. Donc on est pressé, il y a une vraie urgence, mais il faut néanmoins se donner le temps collectivement de se mettre en mouvement. Et donc, pour répondre à la dernière question d'Henri, le plan bâtiment durable a pris les sujets dans l'ordre dans lequel il leur semblait qu'il fallait les prendre, c'est-à-dire d'abord le sujet qui présente la plus grande urgence sociale qu'on appelle la lutte contre la précarité énergétique. Il y a dans notre pays 4 millions de ménages qui habitent principalement des maisons individuelles. Alors vous ne les voyez pas dans l'espace urbain, vous les voyez peu dans l'espace urbain. Il y a ces fragilités dans les copropriétés, mais elles sont massivement dans un habitat individuel, dans des maisons individuelles. Les spécialistes de l'efficacité énergétique savent qu'en gros, pour la même surface, une maison consomme 2 fois plus d'énergie qu'un appartement. Donc pour eux, c'est un vrai enjeu, et c'est une population de 4 millions de ménages pauvres. Même s'ils sont propriétaires de leur pavillon, ils habitent en territoire rural ou périurbain, ils n'ont pas de quoi se chauffer pour certains d'entre eux, donc ils ne se chauffent pas. Pour d'autres, ils se chauffent, mais ils n'ont pas de quoi payer les consommations auxquelles ils sont abonnés pour pouvoir se chauffer. C'est pour eux qu'il y a quelques années, on avait inventé ce cataplasme sur une jambe de bois qui était la prime à la cuve, permettait à des gens très pauvres de mettre du fioul dans la cuve pour continuer à chauffer l'air extérieur. Ceux qui se souviennent des Shadocks verront que ça y ressemble un peu, même si on répondait à une urgence immédiate. Alors on essaie d'être plus intelligent et de les aider à faire des travaux pour qu'ils arrivent à avoir une maison isolée, une production de chaleur économe et qu'en somme, l'équation économique puisse fonctionner. Donc ça a été notre première urgence. Et on a mis, je ne raconte pas parce que ça va être trop long, mais voilà. Deuxième sujet, en même temps qu'on s'attaquait au plus ardu sur le plan social, au plus urgent sur le plan social, on s'est adressé au plus facile, qui était le parc social. Le parc social, il a comme avantage d'avoir été entretenu régulièrement. Certains pensent même qu'il a coûté beaucoup d'argent pour faire l'objet de couches d'entretien successives, mais sa consommation moyenne, elle est très sensiblement meilleure, un tiers de mieux que la consommation du reste du parc résidentiel. Et puis les bailleurs sociaux, c'est des gens qui sont des professionnels, à qui on peut expliquer comment il faut faire. Bref, très vite on s'est dit, l'objectif c'est qu'ils traitent 100 000 rénovations par an, et on pense qu'on peut être plus ambitieux. 120 000 est un chiffre qui est à notre portée. Et puis après, on s'est intéressé au secteur tertiaire en disant on peut probablement arriver à mettre en mouvement au moins les grands propriétaires, les foncières, les investisseurs, parce qu'ils ont des enjeux de valeur qui sont évidents pour eux, et on l'a fait par une charte de mobilisation, puisque la loi ne prévoyait rien d'impératif. Et puis les copropriétés. Les copropriétés, elles arrivent après, maintenant, près de 8 millions de logements en copropriété, et je ne suis pas du tout dans la situation de dire que les copropriétés sont à la traîne.
Je ne dis pas du tout cela parce que je ne le pense pas. Et je constate qu'on est arrivé seulement maintenant, avec trop de lenteur, à un dispositif à peu près convenable de la règle juridique qui va permettre de décider des travaux, du financement collectif qui va permettre de payer les travaux, de la mobilisation des gens qui, autour du syndic, vont parvenir à rédiger un cahier des charges qui aura du sens et qui permettra que les travaux se réalisent. Bref, il a fallu du temps, il a fallu trop de temps, depuis que la loi en 2010 a fixé le projet, qui disait vous devez avoir fait un audit énergétique, ou du moins avoir mis à l'ordre du jour de l'Assemblée la réalisation ou non d'un audit énergétique avant le 31 décembre 2016, ben on sait que ce ne sera pas fait dans une grande partie des copropriétés, mais ce n'est pas bien grave pour moi. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement qui se dessine, et je termine par un dernier mot. Ce mouvement, j'ai essayé de le lancer en disant, dans l'ordre de toutes les choses à mettre en mouvement, maintenant que la règle est à peu près stable, les financements, etc., le grand sujet, c'est les syndics. En d'autres termes, l'intuition, c'était un syndic qui ne comprend pas grand-chose au sujet de la rénovation énergétique, parce qu'il n'est pas né dans le verre et ça ne le passionne pas forcément. S'il met à l'ordre du jour la question de la réalisation de l'audit énergétique et qu'il ne voit pas trop de quoi on parle, et qu'il le fait simplement parce que c'est obligé de le faire, il y a peu de chances qu'il emporte le vote de l'Assemblée générale des copropriétaires. Et donc, autant faire en sorte que les syndics comprennent que comme tous les autres acteurs de ce sujet, il y a un besoin impératif de se former. Et les syndics qui signent la charte d'engagement volontaire que j'ai ouvert la signature il y a plusieurs mois, ils disent cela. Ils disent, nous sommes d'accord, nous sommes prêts à nous engager, à nous former, à constituer des équipes, à nous mettre en ordre de marche pour porter ce sujet. Et ça tombe bien parce que, corrélativement, il y a des collectivités territoriales qui, elles, depuis longtemps, ont repéré l'importance de traiter ce sujet de la rénovation énergétique des copropriétés. Éco-Rénovons Paris, la ville de Paris est leader sur le sujet, mais il y a quelques grandes villes qui sont aussi très actives, et c'est avec ce soutien de l'acteur public local et la mobilisation des syndics professionnels, ça ne suffit pas, mais c'est déjà beaucoup qu'on va pouvoir mettre en marche cela, et il faudra un peu de temps, parce que je reviens sur ma phrase du début, allons doucement, nous sommes pressés, nous avons besoin tous, chacun à notre place, de nous approprier ce sujet, de le comprendre, d'en saisir l'importance, de voir comment on va pouvoir collectivement décider d'agir ensemble. Tout ça, ça prend du temps, et c'est normal que ça prenne du temps. Moi, ça ne m'affole pas. Justement, autour de vous, de la ministre Emmanuelle Cos, et demain, me semble-t-il que des syndics... Oui, il y a quelques syndics qui ont été rassemblés par Henri, vont venir s'ajouter à la liste des syndics qui se sont déjà engagés, et il y aura la ministre du Logement qui sera là, qui leur dira sûrement l'importance qu'elle y accorde. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Dernière question d'instruction civique. Il a existé à l'origine du plan bâtiment, je le sais un peu, un chantier copropriété qui était coprésidé en son temps par un représentant des syndics, que je connais bien, et puis par un représentant des utilisateurs de la copropriété, on va dire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? En fait, vous aviez estimé, on a eu un échange à l'époque là-dessus, que l'univers de la copropriété était à part. On a de la copropriété dans le tertiaire, on en a dans tous les domaines, mais qu'il avait ses règles propres et qu'il fallait un chantier. Aujourd'hui, existe-t-il toujours un chantier copropriété et sinon, comment la préoccupation logement collectif sort-elle? Alors, le plan bâtiment durable a fonctionné en identifiant un sujet et en désignant un ou deux pilotes pour faire avancer ce sujet. Et vous regarderez sur le site du plan bâtiment, on doit être à une trentaine de groupes qui ont inventé plein de choses.
dans le domaine de la copropriété, ça n'a pas été du tout indifférent parce que les dispositifs qui organisent le processus dans la loi de 2010 et la suite, tout ça est né des groupes de travail successifs du plan bâtiment durable. Pour le moment, il n'y en a pas à l'œuvre. Notre idée, c'est, à partir de cette charte de mobilisation des syndics, d'inventer un comité de pilotage qui va reprendre, à partir des signataires volontaires, une action d'accompagnement. Il reste beaucoup à faire, c'est tout à fait clair. Et peut-être plus, non plus pour toucher à l'édifice juridique, stabilisons-le si c'est possible, ni à l'édifice financier, fiscal, mais à réfléchir ensemble aux leviers de la prise de décision. Quels sont les bons leviers pour que des copropriétaires se décident d'entrer ensemble dans la rénovation énergétique de la copropriété. Alors Jean-Robert s'exprimera. Et ça, c'est des sujets qu'il faut mûrir. Par exemple, on a raisonné presque uniquement pendant les premières années en termes de rechercher des économies de charges, et c'est peut-être une entrée soit un peu courte, soit qui ne concerne pas l'ensemble des copropriétés et des copropriétaires. Il y a probablement d'autres leviers. Par exemple, il y a des enjeux de valeur. Je rappelle souvent que dans un salon de la copropriété, tout à fait au début, je commençais à soutenir qu'il fallait s'engager, que c'était maintenant là, et je sentais que la salle rigolait, parce que, comme le disait mon voisin tout à l'heure, on peine à se mettre d'accord sur des petites choses. Comment voulez-vous qu'on se mette d'accord sur des grandes choses, qui est la rénovation de l'immeuble collectif, hein? Si on ne peut pas décider ensemble de l'achat d'un paillasson, on aura du mal à décider de la rénovation énergétique. Et à ce moment-là, de la salle, un homme qui était dans l'assistance s'est levé, ne s'est pas adressé à moi, mais s'est adressé à la salle. Et il leur a dit, mesdames et messieurs, lorsque nous aurons chacun compris que la valeur de nos appartements est concernée par le sujet, vous verrez, nous saurons décider ensemble de la rénovation énergétique. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que les enjeux de valeur sont déjà à l'œuvre, mais on l'observe sur les maisons individuelles de manière très spectaculaire, ces enjeux de valeur, et peut-être que demain, ce sera l'affaire de nos appartements en copropriété. Donc, il y a des leviers qui progressivement vont se mettre en place. Il y en a peut-être d'autres touchant au confort. Il ne faut pas simplement penser à l'obligation, à l'injonction qui nous est faite, au devoir qu'on a de progresser. On peut aussi penser qu'on vit mieux dans un appartement où la chaleur est équilibrée, qu'on vit mieux si on a un pilotage des installations, enfin, etc. Toutes choses que progressivement on va comprendre ensemble. Le micro à Sophie Lecoq, si vous voulez bien, Président. On vous remercie. C'est peut-être l'une de vos premières expressions publiques depuis que vous avez pris vos fonctions. Donc, oui, depuis que j'ai pris mes fonctions, oui. Voilà, bon, merci beaucoup de nous réserver ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous allez faire un duo sur canapé avec votre voisin, mais clairement, vous le voyez, et dans le propos du président Pelletier, et puis dans l'affichage, bon, il y a deux partenaires, la collectivité qui est la mairie de Paris, et puis l'APC, travaillent ensemble au même objectif. Vous avez prévu de nous le présenter en commun. Alors après, je vous demanderai de vous exprimer séparément, individuellement. Commencez d'ailleurs par un propos de présentation. Bon, la mairie de Paris, Philippe Pelletier l'a dit, est exemplaire, ou se veut exemplaire, dans la communauté des grandes villes. Ce n'est pas la seule, d'autres villes font des efforts comparables. On est à Paris, tout seigneur, tout honneur. C'est un patrimoine qui évidemment est le plus important de toutes les villes de France. Voilà, quelle est l'approche aujourd'hui des élus de Paris, des services que vous représentez, et puis bon, vous pourrez nous présenter ce que vous avez fait en commun avec M. Poussard, qui s'exprimera après aussi. L'approche aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on lance un programme qui concerne l'ensemble de Paris, donc qui s'appelle Éco-Rénovons Paris.
là où on avait déjà fait des expérimentations, mais localisées sur certains quartiers de Paris, notamment autour de République. Donc c'est la première fois qu'on fait vraiment un programme qui est en fait ouvert à l'ensemble des copropriétés à Paris. Et avec l'idée, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, de vraiment justement accompagner ces copropriétés, les aider à se mettre d'accord. On le verra notamment grâce à ce qu'on appelle le conseiller éco-rénovation, et qui est vraiment, enfin c'est la plus-value la plus importante de ce programme qui est proposé par la mairie de Paris. C'est vraiment d'avoir un conseiller qui va accompagner les copropriétés du début à la fin du processus, dès le début avec la définition du diagnostic, etc., jusqu'à après la mise en œuvre des projets, et en passant par venir assister au conseil de copropriété, préparer le vote, voilà, enfin, etc., etc. Donc c'est ça l'approche aujourd'hui de la mairie de Paris. Je pense que c'est ça l'innovation. Le programme de la mairie de Paris qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, qui a donc plusieurs objectifs qui vont tous dans le même sens, hein, qui est d'abord améliorer le confort et la qualité de vie, puisque ça fait aussi partie des objectifs quand on fait de la rénovation énergétique, maîtriser les factures d'énergie, également réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le dérèglement climatique. À Paris, on met en œuvre ce qu'on appelle le plan climat, qui a fixé des objectifs assez ambitieux, notamment dans le domaine du logement, où on s'est fixé comme objectif de réduire de 25% nos consommations énergétiques dans le logement d'ici 2020 et par rapport à 2004. Donc c'est assez ambitieux, et ce programme doit participer à la réalisation de cet objectif, et également contribuer à l'économie parisienne et soutenir l'emploi, puisque enfin, ça crée de l'activité dans la rénovation énergétique. On a un budget très conséquent qu'on a mis sur ce programme, qui est de 35 millions d'euros sur la durée de la mandature, et auquel en plus s'ajoutent les aides classiques de l'ANA à hauteur de 16 millions. Alors quel type de travaux peuvent être financés par ce programme? Vous en avez ici quelques exemples. L'isolation thermique, que ce soit des façades et des murs extérieurs, mais également de la toiture, les changements de fenêtres, la pose de double vitrage, l'amélioration des systèmes de ventilation, et également deux points un peu plus particuliers qui sont la végétalisation des toitures et la surélévation des immeubles. On verra que c'est aussi des sous-objectifs spécifiques que s'est fixé la ville de Paris, qu'on souhaite vraiment financer, puisque ça participe en fait un peu plus globalement à faire de Paris une ville durable. Donc ça va un petit peu au-delà, je dirais, de ce programme spécifiquement. Et c'est des objectifs qu'on soutient donc en particulier. Donc les sous-objectifs, justement, donc l'objectif le principal, c'est d'accompagner 1000 immeubles en 5 ans, donc sur la durée de la mandature. Et parmi ces 1000 immeubles, d'en avoir 100 qui est un projet de surélévation et 500 qui est un projet de végétalisation. Alors quels sont les bénéfices? Ils sont de deux ordres, mais comme je le disais, le bénéfice principal de ce programme, c'est vraiment de mettre à la disposition des copropriétaires un conseiller éco-rénovation qui donc accompagne les copropriétés d'un bout à l'autre du processus, donc un accompagnement qui est gratuit. Et le deuxième avantage de ce programme, c'est de fournir également des aides financières et une assistance administrative pour les mobiliser, l'assistance administrative en question étant fournie par le conseiller éco-rénovation. Et les aides financières ne seront pas forcément pour toutes les copropriétés, là où le conseiller éco-rénovation accompagne l'ensemble des copropriétés lauréates. Alors que les aides financières sont notamment données en fonction de critères sociaux. Alors quel est le rôle exactement du conseiller éco-rénovation? C'est des équipes en fait pluridisciplinaires qui peuvent vraiment accompagner d'un bout à l'autre. Donc ça va être d'abord aider au début dans le diagnostic, faire un audit global de votre immeuble, et sur la base d'un cahier des charges qui sera fourni par ce conseiller éco-rénovation. Ensuite, il aidera à la définition concrète du programme de travaux. C'est quelqu'un aussi qui aidera à l'ingénierie financière, et notamment à aller voir l'ensemble des financeurs possibles. Il y en a beaucoup, enfin, ça peut être évidemment la ville, l'État, l'ANA, l'ADEME, enfin, il y a tout un tas de financements possibles, et ce conseiller éco-rénovation aidera les copropriétés à rassembler l'ensemble des financements possibles. Et comme je le disais tout à l'heure, ensuite il aidera à mobiliser l'ensemble des copropriétaires, il assistera au conseil de copropriété pour favoriser le vote en fonction des travaux, présenter les programmes le cas échéant, et ensuite plus en aval, il accompagnera dans la mise en œuvre des travaux et aussi dans les changements d'usage une fois les travaux mis en œuvre.
Donc c'est vraiment des équipes qui ont des compétences qui sont à la fois techniques, compétences dans le bâtiment, compétences sur l'ingénierie financière, compétences juridiques, voilà, sur le fonctionnement des copropriétés, etc. Alors concrètement, donc il y a un premier appel à candidature qui a été lancé le 12 mai et qui se clôture le 30 octobre 2016. Candidature qui se fait auprès de l'APC, de l'Agence parisienne du climat, qui s'exprimera dans quelques instants. Donc pour être lauréat, il y a 2 critères de sélection. D'abord l'existence d'un potentiel technique d'amélioration thermique, c'est-à-dire le fait de pouvoir présenter un programme global qui permet une vraie amélioration thermique et pas seulement juste des choses un peu marginales qui n'amélioreraient pas significativement l'efficacité énergétique du bâtiment. Et le deuxième critère, c'est la mobilisation et la motivation de la copropriété, qui est simplement pour s'assurer qu'on va aussi suivre des copropriétés qui sont réellement motivées et qu'il n'y a pas une seule personne dans la copropriété qui souhaite réaliser les travaux et qu'en fait le reste de la copropriété ne suive pas. Voilà, on a mis en place également une campagne de communication donc, sur ce sujet pour sensibiliser donc, les Parisiens. Vous avez quelques exemples, donc une brochure qui vous a été remise et qui explique le programme, également des panneaux d'affichage dans Paris et des réunions en mairie d'arrondissement. Donc dans chaque mairie d'arrondissement, on va présenter concrètement le programme. Les partenaires du projet, donc on a d'abord l'Agence parisienne du climat, qui est le guichet unique où seront déposées toutes les candidatures pour participer à Éco-Renovons Paris. Et ensuite, nous avons 2 opérateurs qui vont concrètement animer l'opération, donc c'est Solia et Urbanis, qui donc vont à la fois justement proposer ces équipes pluridisciplinaires dont on parlait et le conseiller éco-rénovation, mais qui sont également présentes sur le terrain. Donc vous avez ici une petite carte des implantations qui vont concrètement organiser des visites de terrain, mettre en relation les copropriétaires entre eux, ce genre d'action. Paris, on peut présenter l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat a été créée à l'initiative de la ville de Paris, puisque c'était une mesure du plan climat donc, qui a été adopté en 2007, qui était d'avoir à la fois un guichet unique d'information et de conseils pour les Parisiens, en ayant fait le constat que c'était compliqué de s'y retrouver, de trouver les bonnes informations à Paris pour faire de la rénovation énergétique, mettre en place pour les particuliers qui veulent participer au plan climat et à la transition énergétique, il y avait besoin de centraliser la demande et le conseil. Donc c'est un service gratuit qui est proposé aux Parisiens. Mais c'était une deuxième réflexion aussi, c'était de dire qu'il y avait besoin de mobiliser aussi les acteurs économiques, les acteurs du territoire parisien. Et donc c'est le deuxième pari de l'Agence parisienne du climat, c'est d'avoir associé dans sa gouvernance et dans son modèle économique un financement à la fois public, puisqu'on est subventionné par des institutions comme la Ville de Paris, la région Île-de-France, l'ADEME, mais aussi un tour de table avec des entreprises privées, puisqu'on a des fournisseurs d'énergie, on a des industriels, différentes fédérations, des entreprises qui adhèrent à l'Agence parisienne du climat, donc qui adhèrent et qui contribuent à la prise de décision de la gouvernance de l'APC. Et si j'insiste sur ce point-là, en fait, c'est que c'est un aspect important pour nous à l'Agence parisienne du climat, c'est cet aspect multipartenarial, c'est-à-dire qu'on est aussi, on organise un certain nombre de rencontres, de groupes de réflexion par rapport à la transition énergétique parisienne, et je dirais parisienne et métropolitaine. Donc c'est bien sur ces 2 aspects-là, et c'est ce qui est résumé dans le domaine de la copropriété par le schéma que vous avez sur cette slide. C'est-à-dire qu'on cherche bien à travailler d'un côté avec les copropriétaires en étant le guichet unique de Éco-Renovons Paris, donc informer, sensibiliser, accompagner, aider à la coordination du projet. Mais on a un axe fort et donc de travail avec les professionnels, et pour nous l'enjeu il est de favoriser les échanges, puisque quand on parle de rénovation énergétique de copropriété, on parle de plusieurs métiers qui interviennent. Donc il y a les syndics bien entendu, mais après on a la maîtrise d'œuvre, on a des architectes, des bureaux d'études, on a des entreprises, on a
de l'ingénierie financière, on a des gens qui vont, des banques qui peuvent intervenir. Et donc chacun de ces professionnels a son point de vue propre de la manière de travailler avec la copropriété. Et c'est un peu dans cette articulation-là des différents professionnels qu'on souhaite travailler avec les professionnels. Donc voilà, favoriser les échanges, favoriser l'accès à la formation. Donc nous, on informe les professionnels sur les formations qui existent et on en propose également adaptées au territoire parisien. Et puis, c'est de travailler à structurer un réseau de la rénovation énergétique en copropriété, parce qu'il y a vraiment une spécificité de rénover un bâtiment, comme disait Philippe Pelletier, il y a des spécificités dans le parc social, des spécificités dans le tertiaire, mais dans la copropriété, on a vraiment une approche qui doit être différente. Et je pense que, en tout cas, nous, l'axe de formation et d'information qu'on fait à destination des professionnels, c'est plutôt de s'acculturer à ce maître d'ouvrage particulier qu'est la copropriété. Et c'est un peu le travail qu'on peut faire avec les architectes, les bureaux d'études qui hésitent à aller sur ce marché-là. Voilà. Il y a beaucoup d'a priori sur le fonctionnement de la copropriété. Et donc c'est d'arriver à décrypter un peu comment fonctionne une copropriété, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on peut faire pour faire avancer. Donc c'est un peu travailler sur ces retours d'expérience-là. Donc c'est le sens du Guichet, du travail qu'on porte et qui est labellisé sous forme de coach copro, qui est à la fois un site internet dans lequel vous retrouverez beaucoup d'informations pour la rénovation énergétique des copropriétés, mais qui est valable aussi à la fois pour les copropriétaires et pour les professionnels. Donc, un zoom particulier donc pour les professionnels, hein, puisque je ne vais pas revenir sur le guichet unique, peut-être que vous aurez des questions, mais je pense que ça a bien été présenté par Sophie Lecoq. Pour les professionnels, on a un dispositif parisien qui est un dispositif d'affiliation, c'est-à-dire l'idée autour de ça, en fait, on a créé une charte d'affiliation pour les professionnels dans lequel on demande à avoir des critères pour entrer. Les professionnels s'engagent en fait à travers cette affiliation, donc d'avoir des labels de qualité comme RGE, reconnu garant de l'environnement pour les entreprises ou les bureaux d'études qui en bénéficient. Mais là, on va l'étendre aux banques en fait qui proposent des prêts sur Paris. Donc, et puis, en s'appuyant à la charte du plan bâtiment durable, l'idée c'est aussi de faire signer les syndics parisiens, c'est-à-dire qui auront signé avec le plan bâtiment durable, seront directement affiliés au coach copro Paris. Alors, donc les professionnels s'engagent et de l'autre côté, la PC s'engage aussi d'abord à mettre en visibilité, puisqu'on a un annuaire en ligne des professionnels parisiens qui travaillent sur la rénovation des copropriétés. On organise un forum copro tous les ans. Donc le forum copro, c'est environ 400 copropriétaires qui viennent sur un après-midi et une soirée avec des stands qui représentent les différents et des conférences qui représentent vraiment les différents corps de métier qui peuvent intervenir en copropriété. Mettre en visibilité aussi des bonnes pratiques, donc des copropriétés qui ont fait des travaux à des niveaux d'ambition qui peuvent être différents, entre une copropriété qui a changé des fenêtres, qui a remplacé sa chaudière, mais qui voit quand même des résultats sur la facture, sur la baisse des consommations d'énergie. Et puis des bonnes pratiques, on commence à en avoir une bonne dizaine de copropriétés qui vont vers la rénovation BBC. Donc du coup, on est autour de... Voilà, parfois, on divise par 2, 3, 4 les consommations d'énergie. Donc c'est quand même ces copropriétés-là aussi qu'on souhaite mettre en visibilité. Et puis, donc, un deuxième axe qui est sur l'information et la formation. Être affilié à l'APC pour un professionnel, c'est aussi pouvoir bénéficier de formations qui sont adaptées à Paris, et puis de recevoir des actualités sur Ecorénovo en Paris, sur voilà, des exemples de bonnes pratiques de copropriété rénovées. Et puis un troisième axe sur lequel on insiste aussi beaucoup, c'est on considère quand même qu'on est au démarrage d'une aventure, la rénovation énergétique en copropriété, et qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre sur le tapis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ce soir. Mais on organise aussi des groupes de travail très opérationnels en fait sur
voilà, poser des questions sur voilà, comment les règles d'urbanisme peuvent être un frein ou un levier pour la rénovation énergétique. Voilà, comment voilà, faire remonter aussi des exemples de terrain pour faire évoluer les choses, parfois du point de vue réglementaire, parfois du point de vue méthodologique, en fait, parce que des fois ça peut être aussi des questions d'approche, en fait. C'est ces choses-là qu'on souhaite mettre sur la table et partager entre professionnels. Et je dirais que c'est un peu à l'image de ce qui peut être fait au niveau du plan bâtiment durable, mais dans une approche beaucoup plus micro, beaucoup plus parisienne, et pour aboutir sur des outils opérationnels, sur des sujets innovants comme ceux qui ont été évoqués, de la surélévation, la végétalisation. Voilà, comment à Paris cette question-là se pose? Est-ce qu'on a des premiers retours d'expérience? Est-ce qu'ils sont généralisables à Paris? Si oui, comment? Enfin, voilà. C'est ce genre de choses. C'est ces trois axes en fait qui permettent d'avancer ensemble sur la copropriété à Paris. Voilà. Et puis un zoom sur les formations, puisqu'on vient d'en terminer une donc, qui s'est terminée là, au mois de juin, qui était pour les architectes et les bureaux d'études, mais on avait aussi invité des syndics et des entreprises. Parce que c'est pas une formation technique, c'était une formation plutôt de... et c'est pour ça qu'on a voulu mixer un peu les publics, parce que pour nous, c'était une formation de 2 jours qui a parcouru à la fois des aspects de communication au sein de la copropriété, des aspects de financement, d'ingénierie financière, mais l'idée pour nous, c'était à la fois la formation des stagiaires, mais aussi dans l'échange interprofessionnel. Et c'était ça, je pense qu'on va renouveler cette formation-là, parce qu'il y a eu vraiment c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on a envie d'insister, cet échange entre les bureaux d'études, les syndics, les entreprises, les architectes, dans le cadre d'une formation de 2 jours, je pense qui permet vraiment de faire émerger des axes de travail. Et puis on organise une formation spécifique pour les syndics. Donc je rappelle qu'il y a une formation qui est organisée par un institut qui s'appelle Apogée, destiné pour les syndics. Sur Paris, on propose une formation vraiment ciblée sur le tissu. Donc c'est une formation d'1 journée. J'ai laissé quelques dépliants sur la table là-bas, mais je vous invite, si vous êtes syndic ou si vous êtes en relation avec des syndics, à faire connaître cette formation, parce qu'il y a 3 dates, donc une le 27 juillet, le 22 septembre et le 29 septembre, donc vous avez les dates là sur la table, mais c'est des formations qui sont gratuites, qui permettent aux gestionnaires de syndics de s'approprier sur Paris. Donc il y a un rappel du cadre national, sur les cadres législatifs, les aides financières. Mais l'idée de cette formation à Paris, c'est de zoomer sur Éco-Rénovons Paris, être à l'aise pour présenter Éco-Rénovons Paris et en faire un sujet à présenter auprès des copropriétés. Donc c'est une formation qui est gratuite pour les gestionnaires de syndics. Il y a 3 dates. Je vous invite à vous rapprocher de moi ou de prendre les flyers sur la table juste à côté. Voilà, donc ce que j'ai sur la mise en place. Donc je rappelle juste l'existence de l'annuaire et puis le dernier sujet que je souhaitais évoquer, en fait, c'était pour illustrer la question des groupes de travail. En fait, c'est un travail qu'on a fait l'an dernier. En fait, on a fait un cahier des charges type pour la maîtrise d'œuvre, en partant du principe que les copropriétés, une fois qu'elles avaient fait leur audit, avaient du mal à savoir que confier dans la mission du maître d'œuvre, en fait, en matière de rénovation énergétique. Et donc c'est un cahier des charges très détaillé qu'on fournit, qui est vu comme un document exhaustif qui est adapté après au contexte de la copropriété. Mais ce que je souhaitais illustrer à travers ce travail-là, ça a été fait avec l'ensemble des parties prenantes de la copropriété, entre les associations de copropriétaires, les fédérations de syndics, les fédérations de bureaux d'études, la CAPEB, la FFB. Et donc c'est un cahier des charges qui a fait consensus à la fin de sa publication. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on travaille, en fait, c'est-à-dire qu'on identifie des points qui méritent d'être débloqués pour pouvoir avancer.
Et après, on travaille avec l'ensemble des professionnels qui sont affiliés pour que ce document fasse référence. Et là, les retours qu'on a de terrain, c'est que ça facilite l'intervention des maîtres d'œuvre, en fait. C'est-à-dire que les architectes qui le recommandent aussi, c'est-à-dire à leurs clients, c'est-à-dire que ça donne un cadre en fait à la copropriété de réflexion pour structurer sa demande. Donc d'un côté, ça permet d'avoir un maître d'ouvrage qui est plus clair dans sa demande. Donc les professionnels aussi sont plus à même de fournir un devis et une réponse qui est pertinente. Et puis ça rassure aussi les copropriétaires dans leur réflexion parce qu'ils ont un premier cadre qui est proposé par l'Agence parisienne du climat, mais encore en collaboration avec un ensemble de partenaires. Donc c'est un document qui fait référence et qui donne de la confiance en fait. Et c'est pour nous c'est ça le rôle de l'Agence parisienne du climat dans ce dispositif. En fait, c'est d'être ce tiers de confiance entre d'un côté des copropriétaires et leurs représentants et l'ensemble des professionnels qui travaillent pour aider la copropriété à faire des travaux. Et donc voilà, c'était sur cet exemple-là que je voulais terminer. Je vous en remercie. Je passe le micro, je vous prie, à Jean-Robert Bignon. Bon, vous avez parlé des professionnels. Le chef d'orchestre à la copropriété, c'est le syndic. Voilà. Jean-Robert Bignon, j'en reviens à ce qu'a dit Philippe Pelletier tout à l'heure en énumérant les arguments, les leviers de conviction des copropriétaires en estimant que peut-être la question des économies d'énergie n'était pas le levier le plus puissant, qu'il pouvait y en avoir d'autres. Il a parlé de valeurs vertes pour le résidentiel finalement, comme on en a beaucoup parlé pour le tertiaire. Exactement, et de confort, de vie. Sophie Lecoq en a parlé aussi, c'était dans sa présentation, vous l'avez évoqué. Alors, Jean-Robert, pour être très concret, lorsqu'on voit la conviction d'une collectivité locale, mais il y en a d'autres en France, quand on voit un bras armé qui est l'APC, mais il y a aussi des agences dans d'autres grandes villes de France, quand on voit tout le travail qui a été fait par le plan bâtiment, et puis un regard bienveillant d'ailleurs, Philippe Pelletier dit non, il n'y a pas de retard, mais c'est compliqué. Alors c'est vrai que moi j'aurais spontanément eu un regard un peu plus dur. Quels sont les freins en jeu? Qu'est-ce qui se passe déjà dans la copropriété quand on est face à des copropriétés, qu'on est gestionnaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une perméabilité à ces sujets-là? Est-ce qu'il y a encore des résistances? Et est-ce qu'on sait les lever, qu'elles soient économiques, parce qu'on a du mal à financer, qu'elles soient culturelles, parce que c'est gentil de dire on a gagné 4 degrés. Est-ce que les copropriétaires sont sensibles à l'avenir de la planète? Voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment pour provoquer la réflexion de manière très concrète, puisque au bout de cette table ronde, et après avec les questions qui vont suivre, c'est finalement l'objectif qu'on s'assigne de faire avancer les choses. Beaucoup de choses. Moi l'œil que j'ai dans tout ça, c'est mon quotidien, c'est l'œil terrain, plutôt pragmatique. Je rebondis sur deux remarques que vous avez fait tout à l'heure, M. Pelletier. La première qui est celle du besoin de formation de nos clients. On a organisé CITIA entre 2014 et puis jusqu'à en gros mi-2015, 14 réunions en France autour du thème des enjeux de la transition énergétique. Alors on a convié à ces réunions nos conseillers syndicaux, donc on a eu 4000 personnes, plutôt un accueil très, très favorable du côté de nos clients. 4000 conseillers syndicaux se sont déplacés autour de la table à notre place. Il y avait à la fois des personnes qui faisaient des audits énergétiques, des personnes qui faisaient des travaux, des personnes qui finançaient les travaux. L'accueil côté client extrêmement positif. Alors après, donc, le sujet formation, il est majeur à mon sens. Formation du client dans cet environnement réglementaire qui est extrêmement dense, pas toujours digeste côté client, mais moi que je trouve en tout cas très dense. Formation des gestionnaires de copropriété. Je pense que là aussi, côté gestionnaire de copropriété, là, on est plutôt sensible au sujet lorsque le client l'est. Moi, je fais 4 catégories de clients pour faire simple. Vous avez patrimoine français appartient plutôt à la classe retraitée et d'un certain âge, qui a quelques moyens, mais qui est toujours dans l'angoisse de ce qui va se passer sur la fin et puis le financement de la maison de retraite éventuellement. Primo-accédant qui lui fait un prêt sur une durée quand même relativement longue, qui n'a pas toujours les moyens de financer cette transition énergétique. Il faudrait d'ailleurs nous informer peut-être du coût estimé total dans les copropriétés de transition énergétique.
au regard de nos budgets de fonctionnement. Et puis la catégorie, on va dire, intermédiaire, qui, elle, a déjà amorti une partie de son emprunt, et puis est arrivé à un niveau dans son avancement professionnel où on retrouve une certaine santé financière. Alors, ce que je dis n'est pas une vérité absolue, mais globalement, dans les copropriétés, on retrouve ces quatre familles. En tout cas, c'est le retour que les gestionnaires de copropriété, quand on leur en parle, parce qu'on leur en parle quotidiennement, de la transition énergétique, c'est le retour qu'ils nous font. Alors ensuite, côté client, lorsqu'on les a formés à ces réunions de conseils syndicaux, on a plutôt un retour positif dans le choix de l'entreprise pour réaliser l'audit. Et du reste, on fait plutôt des audits thermodynamiques dans le copropriété, c'est-à-dire les plus fins et les plus fins dans l'analyse. Alors maintenant, c'est comment on les finance. Moi aujourd'hui, autant sur l'audit, alors vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, la réglementation 31 décembre 2016 pour réaliser les audits. On est en plein dedans, évidemment. Les préconisations travaux, pour le moment, qui sortent de l'audit. Je ne sens pas encore, mais le mot encore est important, je ne sens pas encore le passage du copropriétaire vers la décision allant vers les travaux. L'environnement quel accompagnement on trouve? Alors je ne serai peut-être pas exhaustif et vous compléterez, vous qui êtes comme moi syndic dans la salle et puis les autres. Bon, le certificat d'économie d'énergie, ça a accompagné un petit bout. Aujourd'hui, la valorisation de ces C2E sont plus très importants. Alors, il y a un nouveau dispositif, le certificat d'économie d'énergie, qui tient compte de la santé financière du client, mais je dois vous dire que pour l'avoir déjà testé auprès de copropriétaires, quand on doit recenser s'ils sont très pauvres, je suis un peu critique dans ce que je dis, mais entre très pauvres, pauvres ou aisés, parce qu'en gros c'est les trois catégories, j'ai un peu de mal à avoir du retour positif des clients. Donc ces deux E, je n'y crois plus tellement aujourd'hui dans l'environnement que nous connaissons du C2E. Sachant que le C2E est en fin de vie, on est sur la troisième période, Philippe, non? Je ne pense pas, moi. Non, il y a une nouvelle... il a moins de souffle qu'il n'en avait. Il y a deux pans. Il y a ce qui vient d'être fort bien dit, c'est que le certificat a perdu de sa valeur pour les certificats ordinaires. Et puis il y a un nouveau certificat d'économie d'énergie qui est au contraire dopé dans le but de financer les sorties de précarité énergétique. Et je suis absolument d'accord avec vous qu'il a été conçu pour les gens qui sont monopropriétaires dans une maison individuelle, où ils sont déjà embarqués dans le programme Habiter mieux parce qu'ils ont des faibles ressources, et que le certificat vient en plus et qu'il n'y a pas besoin de leur demander leur niveau de revenu parce qu'on le sait déjà. Je pense que demander via le syndic un niveau de ressources, c'est un peu compliqué dans une copropriété. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas été fait pour ça, même si l'idée c'est de l'introduire dans la copropriété. La ministre du Logement a annoncé vendredi que dans le programme de Habiter mieux de l'ANA, qui sera porté de 70 000 à 100 000 logements l'année prochaine, 30 000 sont conçus pour venir aider les copropriétaires fragiles dans les copropriétés. Donc il faudra qu'on trouve le moyen de passer cet obstacle qui est compliqué, un obstacle psychologique, pour arriver à donner ce financement qui peut être, à travers le programme Habiter mieux, des subventions, 30 000 logements, et à travers les certificats qui sont un financement d'appoint, on devrait pouvoir arriver à aider les ménages les plus fragiles à entrer dans le train de la décision collective de la copropriété. C'est ça l'idée. Philippe, on va rendre le micro à Jean-Robert parce que je voudrais qu'il parle. On va parler des C2E, c'est un outil, on va dire, semi-public dont il fallait parler. Il faut parler du prêt collectif aussi aujourd'hui. Alors, le prêt collectif est effectivement pour moi aujourd'hui l'outil qui est le plus accueilli pour la transition énergétique. Avec peut-être encore aujourd'hui pas suffisamment d'acteurs dans le monde du prêt collectif. Il y en a deux pour être clair. Deux, le Crédit Foncier et Demofinance, pour ne pas le citer. Sachant que aujourd'hui, le prêt, enfin je leur dis, le prêt, c'est le prêt collectif, c'est l'outil à mon avis qui est important. Je crois beaucoup aussi à la force de l'exemple. Dans une rue, c'est symptomatique, quand dans une rue où
bon nombre d'immeubles, alors je parle peut-être plus de la province, qui ont des rues plus ou moyennes, plus petites qu'à Paris, enfin moins longues en tout cas, mais lorsqu'un immeuble fait son ravalement, c'est ensuite par champignon que les ravalements poussent. Et je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et je crois, avant de venir, j'ai questionné ma collègue qui est en charge du métier de la transaction dans l'entreprise Citia. Et je lui demandais aujourd'hui, on fait 15 000 ventes par année chez Citia dans nos copropriétés, donc on a une analyse du volume qui est intéressante. Et je lui demandais aujourd'hui, est-ce que la transition énergétique est un critère important dans le prospect acquéreur? Eh bien, c'est aujourd'hui un des critères essentiels qu'on rencontre. Alors, c'est pas demain, c'est d'ores et déjà. Et aujourd'hui, moi, je juste regardais à Tours avant de venir tout à l'heure, les écarts de prix, parce que je crois beaucoup à ça dans l'esprit du client, les écarts de prix entre la périphérie et le centre-ville, bien placé, c'est de 1 à 3. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en tout cas, encore une fois, je parle de la province, c'est qu'il y aura toujours des copropriétés, pour moi c'est un argument qui est fort, il y aura toujours des copropriétés qui seront avant-gardistes, qui auront la sensibilité de l'écologie, du climat, qui feront une bonne transition énergétique et qui permettront de maintenir un bien à une valeur 100, on ne passera pas à 120, on restera peut-être toujours à 100, en tout cas on ne passera pas à 80. Et donc, lorsque le client va mesurer, à mon sens, la perte, s'il ne fait pas la transition, c'est là qu'il va prendre conscience de l'importance du sujet. Alors après, côté... enfin, je ne sais pas, pardon, vous avez d'autres... Une question. Oui. La rénovation embarquée, peut-être dite en quelques mots, il n'y a que des spécialistes dans cette salle, mais enfin, il vaut mieux repréciser les choses. Loi pour la croissance verte, loi royale, on va dire. Le concept apparaît de rénovation embarquée. En deux mots, on va donc être obligé, quand on fait des travaux conséquents dans une copropriété, touchant à la couverture ou à la façade, d'y associer des travaux de modernisation énergétique. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Et puis, dans le décret, il y a quelque chose que je trouve très important aussi, ça rejoint des préoccupations qu'on a signalées, c'est la notion de retour sur investissement. C'est-à-dire, s'il ne peut pas être rapporté la preuve que le retour sur investissement est inférieur à 10 ans, alors la copropriété est exonérée. Autour de ça, Jean-Robert, il y a une obligation. Quel accueil sera-t-il fait à l'obligation? Parce qu'une obligation, c'est toujours dur. Et Philippe Pelletier a toujours dit, un moment viendra où, derrière l'incitation, il y aura une obligation. Nous y sommes là-dessus. Et deuxièmement, cette idée de retour sur investissement, est-ce qu'elle n'est pas une façon de traiter les objections? Si j'investis, je ne dépense pas, je sais qu'à un moment donné, je vais m'y retrouver. Moi, je suis très prudent par rapport à mes clients sur le retour sur investissement parce que je ne me verrai pas avoir un discours en assemblée générale ne sachant pas réellement ce qui va se passer dans les faits. Alors, on peut le mesurer, il y a aujourd'hui des entreprises qui savent le faire. Je pense que c'est très difficile à mesurer. Très difficile à mesurer. Très difficile. Moi, je prends souvent l'exemple, c'est pas le monde de la copropriété, c'est le monde de la maison individuelle, mais la norme RT 2012, on a du recul aujourd'hui sur la maison individuelle. Le surcoût de construction, j'avais lu une étude là-dessus, je ne sais pas si elle est toujours fraîche, mais où on avait un surcoût de construction hors terrain, vraiment construction de 20%. Le retour sur investissement, on ne l'avait pas avant des décennies. Voilà. Peut-être que c'est plus bon aujourd'hui ce que je dis. Alors, j'aimerais bien que M. Toussard peut-être réagisse à ça, parce que moi j'ai lu des chiffres qui sont tout différents, qui sont beaucoup plus optimistes. Et on parle, et encore une fois, dans le décret, quand on parle de la toise des 10 ans, c'est pas indifférent, c'est pas 20 ans ni 30 ans. Ça veut dire qu'il est possible, me semble-t-il, qu'on ait des retours sur investissement à 10 ans, ce qui est une durée de conservation du bien à peu près moyenne pour un copropriétaire. Qu'est-ce qu'il en est autour de ce sujet-là qui va compter dans l'histoire de la rénovation embarquée? Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la rénovation embarquée en un mot? La rénovation embarquée, en fait, c'est dans le cadre d'une bonne gestion de patrimoine, on doit faire des travaux d'amélioration, d'entretien du patrimoine. Et donc, c'est au rythme de la rénovation du patrimoine, c'est d'embarquer la rénovation énergétique. De faire les deux à la fois, en fait. De faire les deux à la fois, et ça s'oppose un peu à un concept qui serait de dire on fait toute la rénovation énergétique tout de suite, alors qu'on a fait, par exemple, un ravalement de façade il y a 3 ans. Du coup, c'est d'attendre le ravalement de façade dans 20 ans, quand on devra le refaire à nouveau, et donc c'est d'embarquer au bon moment en fait. Mais pour moi ça veut dire aussi embarquer par rapport aussi à l'usage
des habitants. C'est-à-dire que du coup, c'est embarqué aussi par rapport à une envie d'habiter, de changement d'usage à un moment donné de la copropriété. Et c'est d'embarquer aussi par rapport aux envies des habitants, quoi. C'est-à-dire que c'est pas partir uniquement que du bâti et du besoin patrimonial, mais c'est aussi de l'embarquer dans une dynamique de copropriétaire. Je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il faut intégrer. Alors, j'aimerais bien qu'on donne la parole à la salle. C'était une promesse. Vous voulez qu'on la tienne, Philippe? Bien sûr. Juste un mot sur l'embarquement de l'efficacité énergétique. Parce que c'est le plan bâtiment durable qui l'a inventé. C'est nous qui avons inventé cela. Donc je voudrais juste le défendre en un mot. Il me semble qu'on a inventé quelque chose d'extraordinairement équilibré. L'idée de départ est très simple. Si vous faites des travaux, faites-les bien. Si vous changez le toit, isolez. Voilà, c'est ça l'idée. Bon. Et après, on a, Henri le rappelait, on a inventé deux deux protections qui sont essentielles. La première, c'est que la loi ne traite pas ces travaux comme une obligation, parce qu'alors il n'y aurait pas d'aide, d'incitation, etc. Elle continue à le traiter comme pouvant bénéficier de l'éco-prêt collectif, du crédit d'impôt, etc. Donc les aides continuent à être appliquées à cela. Et le deuxièmement, c'est le critère de soutenabilité qui figure dans la loi, qui dit si c'est pas possible sur le plan architectural, juridique, je sais pas quoi, si c'est trop cher parce que le retour sur investissement dans un temps donné n'est pas acquis, si ça coûte plus que X le mètre carré, vous faites pas. Vous faites pas si vous voulez pas faire. En d'autres termes, c'est ce que les juristes qui sont dans la salle, ça leur parlera, c'est du droit souple. C'est-à-dire c'est du droit qui ne fait pas l'obligation de rénover, mais qui dit si vous décidez des gros travaux, alors faites-le bien dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. C'est vraiment quelque chose d'incitatif, et vous regarderez en plus, en remontant le décret dans tous les sens, il n'y a pas de sanction prévue à cela. Il n'y a pas de sanction. La sanction, elle est celle de la valeur qui va impacter nos patrimoines. Moi, je crois que c'est un bon équilibre qu'on a mis là en œuvre, mais il faut que vous répondiez. Le calcul du retour sur investissement. Dans les premières études qu'on faisait il y a 7 ou 8 ans, on prenait le coût total des travaux pour essayer d'en retrouver un retour sur investissement. On se trompe. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Les seules façons où on a réussi à faire passer des travaux complémentaires par rapport à ce que l'on devait engager, c'est quand on a fait voter en Assemblée Générale la première tranche de travaux obligatoires, c'est-à-dire ravalement de façade avec toiture quand il y avait des toitures, et un complément de travaux qui rentrent dans le cadre de cette transition énergétique. C'est quand on est arrivé à ça. Sur un immeuble à houille, simplement, travaux, ravalement de façade et toiture, 900 000 euros, 300 000 euros de plus pour arriver à la transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'il a fallu rajouter toute la reprise des ventilations et des aérations, et je pense qu'on l'oublie de façon importante, tous les changements de fenêtres que l'on a effectivement engagés en plus, et on est arrivé ensuite à faire voter simplement parce que l'on a pris le temps de faire 8, 10, 12 réunions informelles avec les copropriétaires, avec un conseiller financier qui les a reçus un par un avec leur déclaration d'impôt et leurs revenus. Si on les recevait en groupe, ça ne marche pas. La seule possibilité, ce sont ces réunions informelles. Et c'est un temps colossal. Quand je dis colossal, aussi important que le montant des travaux. Mais le résultat, sur 300 copropriétaires, 88% présents en Assemblée Générale, travaux votés à 70%. Donc ça veut dire que c'est un investissement et du syndic, et des membres du conseil syndical, et de l'opérateur. On n'était pas à Paris dans ce cadre-là, on était à Houille, mais une intervention très importante de toutes ces personnes qui sont venues à chacune des réunions avec l'architecte, présenter, expliquer. Et ça, c'est un travail très important pour lequel les syndics ne sont pas formés. On n'est pas formé pour réexpliquer une fois, 2 fois, 3 fois et les aider à venir cette partie-là. Les gestionnaires, il a fallu leur expliquer une première fois, puis une deuxième fois, et aller sur place avec eux pour leur dire voilà, c'est comme ça qu'il faut présenter, c'est comme ça que vous devez calculer votre retour sur investissement.
Ils le calculaient auparavant de façon négative. On arrivait en moyenne entre 14 et 18 ans. Alors qu'on chute en dessous de 10. On chute à 7%, à 7 ans ou 7 ans et demi. Exactement. Autre question, observation, madame. Alors le micro, si vous voulez, mais Bon. il y en a que. Merci beaucoup, monsieur. Donc, moi, je suis de Solia, donc je fais partie des opérateurs qui accompagnent. Donc, merci d'avoir expliqué ce que doit faire un opérateur, parce que c'est exactement ça, le travail de fourmi que nous faisons. Alors, je rajouterai juste 2 données. Sur la question de l'entretien, il est certain que vraiment c'est notre base d'appui, c'est-à-dire que s'il y a de l'entretien, s'il y a des travaux, c'est là que le travail de pédagogie peut se faire. C'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, les catégories de personnes que vous avez citées sont exactement celles-ci, avec toutes les frilosités qui sont dues à la difficulté d'investissement. Troisième point, sur la question du retour sur investissement. Je sors d'animation de 4 ans d'une opération qui travaillait spécifiquement sur le bâti ancien. Ce que l'on voit actuellement, c'est que les entreprises étaient prêtes pour intervenir sur l'isolation thermique par l'extérieur, sur des immeubles qui étaient construits d'une manière industrielle. Et lorsque l'on tombe sur des immeubles qui sont plus anciens, avec des fragilités, il y a encore des produits qui sont un peu trop chers. Donc pour ces produits-là, la question du retour sur investissement, compte tenu du fait qu'il faut travailler sur l'aération, la ventilation, et faire comprendre aux gens pourquoi c'est la pérennité du bâti qui est en cause, il y a un travail supplémentaire à faire. Donc je pense que tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte avec la douceur avec laquelle il faut s'appuyer sur les évolutions de texte et inciter les gens surtout à mieux comprendre et à mieux connaître leur bâti. Et c'est pourquoi c'est maintenant vraiment un travail pluridisciplinaire. Je pense qu'on parle de formation, mais c'est aussi, je suis bien d'accord avec toi Emmanuel, c'est une question d'échange entre les différents acteurs qu'il faut avoir. Je peux vous demander d'une phrase à rappeler, la mission de Solia, parce que je ne suis pas sûr. Alors, Solia est l'opérateur, c'est-à-dire que une copropriété qui veut s'inscrire va être immédiatement adressée vers l'Agence parisienne du climat, qui va l'aider à constituer son dossier. Un dossier, quand vous serez en tant que syndic à l'appui d'une copropriété qui va avoir des travaux et dont vous sentez que l'architecte sera susceptible de pouvoir participer à un diagnostic global en s'associant à un bureau d'études thermiques, il va falloir demander à l'Agence parisienne du climat d'aider à remplir un dossier. Le dossier n'est pas très compliqué à remplir, c'est 2-3 ans d'assemblée générale d'où il faut extraire l'aspect administratif, de gestion, de motivation et de bonne entente à l'intérieur de la copropriété, les derniers travaux qui ont eu lieu et les travaux que les gens projettent de faire. Et en fait, avec cette inscription-là, une fois qu'un membre du conseil syndical a validé, ça n'est pas obligé de passer en assemblée générale, à ce moment-là, l'Agence parisienne du climat passe le dossier à un opérateur. Dans 11 arrondissements, ça sera Solia. Dans 9 arrondissements, ça sera Urbanis. L'opérateur fait une visite de l'immeuble. Et dans l'heure de cette visite de l'immeuble, il rencontre les gens qui ont rempli les dossiers. Cette visite de l'immeuble permet de faire un point et de revenir vers la ville de Paris et les élus et les partenaires qui vont accepter ou pas de dire que ce dossier est recevable pour pouvoir continuer sa route. Et à ce moment-là, que les gens en soient avant d'avoir voté un diagnostic ou au moment où ils vont voter des travaux, en fait, l'accompagnement prendra au stade où en est la copropriété. Si les gens postulent dès 2016, ça veut dire qu'ils auront potentiellement le temps de développer leur projet sur 5 ans, jusqu'en 2020. S'ils commencent en 2017, ils auront un peu moins de temps, etc., jusqu'en 2018, qui sont les rythmes auxquels la ville de Paris pense à lancer des appels d'offres. On sait que c'est un minimum de 3 ans, une décision de copropriété. C'est la raison pour laquelle on a intérêt à travailler architectes et syndics en se disant quels sont les immeubles qui ont besoin de faire des travaux pour que l'on se parle et qu'on incite à aller vers l'inscription à l'Agence parisienne du climat. Merci beaucoup. Isabelle, syndic de Soneta. Je vous soumets une préoccupation parce qu'il y a quelques personnes ici qui connaissent bien les grandes copropriétés.
J'aimerais savoir s'il y a une différence de perception et de traitement, finalement, entre les très grandes copropriétés et les autres. Parce que c'est un sujet, on est en région parisienne, il y a beaucoup de grosses copros. Isabelle, d'abord. Alors, je vais essayer d'être pragmatique puisque je suis syndic et comme je trouve que ça ne décollait pas beaucoup et que je suis d'accord avec Maître Pelletier sur le fait que sans passer, sans leur jeter l'opprobre sur ces copropriétés, mais voyant que ça ne décollait pas, je me suis permise d'envoyer un questionnaire à tous mes copropriétaires pour voir ce qui pouvait les freiner. Soyons dans le concret. Et en fait, ce qui ressort d'abord, c'est que, alors je vais vous dire peut-être des choses étonnantes, mais la première, ils ne comprennent pas très bien pourquoi l'architecte n'est pas à 5,5 quand les travaux sont à 5,5. Ils ne comprennent pas pourquoi le syndic n'est pas à la TVA à 5,5 quand il fait de la rénovation énergétique. Ça, c'est purement fiscal. C'est purement fiscal, mais entendez-le quand même, parce que c'est quelque chose d'important. Et au moment où ils calculent leur code-part, et où on leur calcule leur code-part, c'est un des arguments qu'on a. Quand on fait par exemple de l'isolation, des travaux embarqués, le fait de leur dire vous passez de 10 à 5,5, vous avez des crédits d'impôt, vous avez des prêts à taux zéro, finalement l'isolation elle est quasiment gratuite, ou en tout cas infime. Et ça passe très très bien comme discours pour les inciter à faire des travaux. Mais une des choses qui est, alors que moi je trouvais que la plateforme Coach CoPro c'était... Je me suis dit, ça y est, un guichet unique, un truc où on trouve l'information commune, ils vont tous adhérer. Et curieusement, je leur ai demandé pourquoi ils ne s'inscrivaient pas tous, notamment dans les copropriétés à chauffage collectif, pourquoi ils n'y allaient pas tous finalement. Puisque moi j'étais prête à les inscrire, il y en a certaines, c'est moi qui les ai inscrites. Et en fait, ce qui est il y a eu deux remarques qui sont sorties auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Les feux de la rampe, et on ne pourra plus s'en sortir parce qu'on finalement, on sera obligé de faire une tonne de travaux. Et la deuxième, qui ressort aussi très souvent, c'est nous n'aurons plus le choix de notre architecte ou de notre chauffagiste, et pourtant on a mis très longtemps à le trouver, et on en est content. Et ça, il faudrait que sur votre site, vous puissiez mettre une filière où il y a... Vous avez votre architecte, on n'est pas là pour décaniller tout le monde. Vous avez votre chauffagiste, on n'est pas là pour décaniller tout le monde. C'est pragmatique ce que je dis. Isabelle, je vous assure que c'est important. Merci de cette observation. Je m'apprêtais à la faire tout à l'heure. C'est mieux qu'elle soit venue. Vous êtes rapidement. Est-ce que vous êtes un censeur des opérateurs choisis par la CoPro? Est-ce que vous avez des critères d'appréciation? Est-ce que vous avez votre liste d'aptitudes? Comment ça se passe concrètement? Alors, le principe de base, la copropriété est maître d'ouvrage de ces travaux et nous, en aucun cas, on prescrit ou on préconise une entreprise. Le travail qu'on fait, en fait, c'est aussi en réponse à des demandes de copropriétaires aussi, qui est de dire est-ce que vous avez des entreprises à nous recommander, est-ce que, est-ce que vous connaissez un bon architecte parce que le nôtre, etc. etc. Et donc, du coup, l'annuaire qu'on a mis en place, en fait, il est très simple. En fait, il répond à cette demande-là pour les gens qui cherchent. Pour les gens qui cherchent, on a un annuaire qui répond à des critères objectifs. Pour les gens qui ne cherchent pas, qui considèrent que leur architecte est très bien, qu'ils ont déjà un chauffagiste qui répond à la demande, qui savent faire le ravalement de façade. Ouais. Non, on peut retravailler ce point-là, mais du coup, voilà, notre esprit, c'est par contre aussi, c'est de ne pas prendre non plus toutes les entreprises, et c'est de trouver, qu'elles soient agréées, qu'elles disent s'engager sur la rénovation des copros. Vous ne conseillez pas des syndics non plus, vous ne faites pas ça. Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, peut-être je suis passé un peu vite. En fait, il y a la charte du plan bâtiment durable, en fait, qui est comme pour nous un des critères pour faire émerger des syndics, puisque la charte est aussi... ça permet aux signataires de dire qu'ils s'engagent à la formation, qu'ils s'engagent à communiquer sur les audits, enfin sur l'obligation réglementaire. Donc nous, on va mettre en avant les signataires de la charte sur Paris. C'est clair. Voilà une bonne incitation à signer la charte. Ils ont une formation gratuite par l'APC, je rappelle. Parfait. Et à se former avec la question des grosses copropriétés, Madame Coquier ou d'autres, enfin bon, il y a ici des personnes qui connaissent très bien cette problématique. Pas d'observation particulière, il n'y a rien à dire de spécial sur le lien entre grosse copro et transition. Je travaille dans une grosse copropriété depuis 20 ans. Présentez-vous peut-être. Oui, Francis Vaillant, je suis un syndic coopératif. Je suis donc professionnel
entouré de syndics coopératifs, donc de personnes physiques, bénévoles. Il a grandi dans le BA. Ça, Alors, nous sommes une copropriété qui date de 1958. On est les plus vieilles copropriétés d'Île-de-France. Le problème qui se pose à nous, c'est que tout est vieux. Et en plus, sur des façades, sur une structure grille. C'est-à-dire qu'on n'isole pas des façades, on isole d'abord des fenêtres. Avec 7000 châssis, qui représente, pour une copropriété qui fait 1500 logements, on a fait une étude d'un audit énergétique, on en a pour 36 millions d'euros. Si on part du principe que le tiers... La somme qui est investie par la mairie de Paris, c'est ça. À nous tout seuls, on prendrait la mairie de Paris, tout à fait. Imaginons que le tiers soit subventionné. Nous serions sur une opération de 24 millions d'euros. 24 millions d'euros va représenter, je dirais, quelque chose qui va faire 60 à 65 euros de plus par copropriétaire et par mois pendant 20 ans. Donc le surcoût, y compris 30% de subvention. C'est-à-dire que, alors, il se fait qu'on a présenté, à suite d'un concours qui a été organisé par le PUCA, un projet qui a été pris en charge par les 3 grands opérateurs, donc Bouygues, Eiffage et Vinci. Donc ce projet, qui n'était qu'une idée, je dirais, un concept, qui n'était pas du tout un projet pour nous, est passé sur la place publique. Et donc toute la copropriété s'est émue de ce projet. Et ça a été un tollé général dans toute notre copropriété, avec menaces avec des tracts, avec enfin, tout, lorsqu'une copropriété se met dans un scénario absolument épouvantable où on refuse tout, etc. Donc nous sommes des copropriétés où nous avons une grosse difficulté à monopoliser plus de 40% de présents représentés. Ce qui fait que déjà, quand il y a une opération de ce genre, ce sont les gens qui sont contre qui viennent. Et à ce moment-là, ils viennent nous pourrir cette situation. Et dans ce projet, en plus, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas le financer, puisque ça va faire quelque chose de trop cher, on l'a associé à un projet de surélévation. Et là, le premier problème qui s'est posé, c'est la mise en place de logements sociaux dans la copropriété. Et effectivement, le maire, on est dans l'Ouest parisien, donc effectivement, il est largement en dessous des 20% ou même des 25% de logements sociaux. Il est évident que pour lui, c'est une manne extraordinaire. C'est une opération où vous ferez 400 logements, il a 100 logements sociaux qu'il peut faire là d'un claquement de doigts. Et donc le logement social a été le tollé, lui aussi, qui a empêché l'opération de se faire. Donc, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, et c'est la première objection qui nous est sortie, ce que vous venez de dire, M. Pelletier, la première objection qui nous est sortie dans ce type d'opération. Nous n'avons pas l'obligation d'eux. Or, on sait très bien que des grosses copropriétés comme nous, qui datent des années 58, si on ne fait pas quelque chose, ça sera la ruine de cette copropriété dans 10 ans ou dans 20 ans. Dans 10 ans ou dans 20 ans, les grosses copropriétés comme nous, ça sera les maguettes. Pourquoi ? Parce que lorsque le phénomène de spirale arrive, et pourtant on se porte bien, on a calculé, nous, dans les grandes copropriétés, qu'on a à peu près 1% de mauvais payeurs. Donc vous voyez qu'on est quand même des gens qui nous portons bien. Mais si on ne fait pas cette transition énergétique, nos passoires énergétiques vont devenir, et on le voit, des bâtiments qui vont perdre de la valeur. Et donc ce n'est pas sur le retour sur investissement que l'on va se passer, parce qu'on a à peu près 50 ans de retour sur investissement. Donc c'est vraiment hors de prix. Je vais vous donner un exemple. L'économie qu'on va faire sera à l'ordre de 400 000 euros par an sur le chauffage. Or, l'investissement va nous coûter 1 700 000 euros par an. Donc, pour vous donner aussi l'idée par rapport au ravalement, un ravalement pour un square va nous coûter 400 000 euros, alors que si on fait de la rénovation énergétique, il va coûter 4 millions d'euros. Vous voyez, à chaque fois, on est de 1 à 10 dans ce type de... Et enfin, pour vous dire qu'on a bien avancé sur le sujet, et je pense que le premier argument, c'est bien une notion de patrimoine. Une notion de patrimoine, parce qu'on a dit, la seule chose qui ne va pas perdre de la valeur, c'est pas votre voiture, c'est pas votre téléphone portable, c'est pas, je dirais, les équipements informatiques que vous avez, c'est le bâtiment, qui lui va se stabiliser, voire prendre de la valeur. Or, il se fait qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier n'est pas bon pour que, justement, je vois, il a perdu sur l'Ouest parisien 10 à 15% de sa valeur, en tout cas dans l'endroit où je suis, nous, dans Marly-le-Roi, pour ne pas le citer. Et effectivement, pour qu'un programme de surélévation se mette en place, il faudrait le vendre aux alentours de 5 000 euros de mètre carré. Et on est bien loin des 5 000 euros de mètre carré. Pour avoir quelque chose qui nous permet de payer le Grenelle. Je signale à cet égard, Madame le
un colloque au mois d'octobre, deuxième du genre, sur la surélévation des immeubles parisiens, avec le soutien plein entier de la mairie de Paris cette fois-ci. La fête la première fois, ça faisait un peu sourire qu'on s'intéresse à ça, n'est-ce pas, Monsieur Brane, hein, aujourd'hui c'est un vrai sujet parce qu'aussi c'est un moyen de financer, en tout cas ça peut être proposé, on n'en sourit plus, c'est un vrai sujet. Dernière question, parce qu'après je crois que d'abord le temps a passé, et merci beaucoup à nos intervenants d'avoir été si complets, mais le moment du cocktail permet aussi de parler, donc une dernière question si vous voulez bien, et une réponse rapide de qui devra la porter. Moi c'est un problème de financement. Olivier. Je suis désolé d'en parler. Je crois qu'on a oublié que quand il y a du financement, des subventions, des aides, il faut en parler et les mettre en avant. Au niveau des financiers, on n'a que deux banquiers. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, lancer un éco-PTZ, si c'est possible, en collectif, c'est une chose, mais lancer toutes les opérations de crédit, c'est une complication extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une partie individuelle, une partie collective, une partie d'aide individuelle, une partie d'aide collective suivant les municipalités ou les collectivités, une partie de récupération de TVA ou de TVA réduite une fois qu'on a fait l'étude, une partie de TVA supérieure, une double mission d'architecte parce que l'architecte il va falloir faire deux contrats, un contrat pour ce qui est à 10%, un contrat pour ce qui est à 5,5%, sinon globalement la totalité se trouvera à 10%, donc on revient sur ces problèmes-là. À chaque fois qu'on essaie d'avancer, on se retrouve avec à nouveau, on va dire une claque, en disant bah non, retournez à votre place. Et c'est ça, aujourd'hui, la difficulté. C'est qu'on a l'impression que c'est un parcours du combattant et que les copropriétés, le conseil syndical et le syndic, ce sont des combattants pour arriver à faire sortir un projet qui, normalement, devrait sortir plus facilement et être simplement à présenter aux copropriétaires en disant voilà la bonne idée. Alors, c'est clair, une réponse pour adoucir le combat, Philippe, sur ce sujet-là. D'accord avec vous, la panoplie des dispositifs de financement et d'aide est trop compliquée. D'accord. Elle est le fruit de création progressive. Et donc le choix qu'on a, il est assez simple. Ou on fait avec, ou on essaye d'aller vers ce rêve de rechercher une aide unique, quelque chose d'harmonieux, etc. On a 3 à 5 ans de chantier très aléatoires devant nous. Donc moi je fais le choix de on fait avec. Et puisque, comme vous l'avez fort bien dit, il est très difficile de communiquer vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des ménages, vis-à-vis des copropriétaires, sur la panoplie des aides, leurs difficultés, etc., on a fait le choix qu'il y aura des professionnels avertis qui sauront être l'écran, alors soit le professionnel qui est en situation au milieu de ses copropriétaires, soit une structure d'information publique qui se mettra au service des mêmes gens, mais qu'il faut le relais pour porter les aides. Je dis juste un élément de comparaison. Quand je suis arrivé à la présidence de l'Agence nationale de l'habitat, où je suis resté 10 ans, quand je suis arrivé, on communiquait sur les aides et les taux de subvention. C'était un papier absolument incompréhensible. Moi-même, en le lisant, je ne comprenais pas ces taux différenciés, etc. Et donc, on a décidé qu'on allait arrêter de communiquer sur les taux. Et bien, les clients de l'ANA ne se sont pas plus mal portés parce qu'ils ont trouvé des intermédiaires qui savaient traduire l'appareillage réglementaire trop compliqué de l'ANA pour l'adapter à leur situation particulière. Il faut qu'on retrouve le même service. Je sais bien que c'est ingrat, je sais bien que c'est compliqué, je devine que c'est pas rémunéré, mais tout ça, il faut qu'on arrive à le faire et profiter de cette extraordinaire aubaine que vous avez à Paris. C'est tout de même, vous avez en face de vous des gens qui se mettent à votre disposition et qui disent d'une façon alors extraordinairement peu péremptoire qu'on a à construire ensemble un processus et qu'on n'est qu'au démarrage. C'est par cette interaction que vous aurez avec l'Agence parisienne du climat et avec la ville
que vous allez trouver les bonnes solutions, parce qu'on va les trouver. Hein. Donc il faut absolument être confiant dans notre capacité collective de pousser le sujet, de le faire avancer, et on a tous conscience qu'il faut du temps, qu'il faut beaucoup d'écoute, et je ne sais pas, mais j'espère que vous avez remarqué, comme moi je l'ai observé, que vous avez plutôt eu des interventions qui vous ont dit qu'il fallait partir des besoins des gens pour ajuster le service. C'est la bonne façon de faire, et c'est trop rare pour ne pas être remarqué. Merci beaucoup Philippe, ça ressemble à un mot de la fin. Vous les applaudissez si vous êtes satisfait de votre